La 10e édition de Warhammer 40 000 approche à grands pas, et il y a une tonne de nouvelles informations à traiter concernant les factions et les unités. Depuis les dernières vidéos sur la V10, je vous avais exposé mes craintes sur ce que pourraient donner les dérives de celle-ci, tout en abordant une partie des factions. Celui-ci vous ayant plu, nous continuons avec un épisode sur de nouvelles factions ayant été révélées au moment où j'écris cet épisode. Si vous êtes intéressé par les règles de base, je vous invite à regarder la rediffusion du live Twitch où nous lisons les leaks de la 10e édition. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous plaira. Allez, on commence avec l'Astra Militarum. Voici leur nouvelle règle d'armée Voice of Command. Cette règle maintient la tradition de donner aux figurines de votre armée des bonus pour les ordres donnés par des unités ayant le mot-clé officier. Par rapport à sa version actuelle, dans la 9e édition, les nouveaux ordres ont été considérablement simplifiés et rationalisés. Bien que beaucoup de ces ordres soient reconnaissables dans le codex de la 5e édition, cette itération actuelle est très différente et allégée par rapport aux règles actuelles. En ce qui me concerne, ce changement ne me dérange pas. Jouer contre le codex actuel où l'adversaire passe en revue les ordres et commence à pointer du doigt toutes les choses que chaque ordre permet de faire me déclenche des rhumatismes mémoriels. Et chacun fait quelque chose de très différent du précédent, ce qui n'aide toujours pas mon pauvre cerveau. Avec ces nouveaux ordres, chacun améliore quelque chose de très simple. Facile à utiliser, facile à retenir. Nous avons également un aperçu des améliorations de personnages. L'un qui donne des critical hits lors de la phase de tir si une unité est restée stationnaire pendant la phase de mouvement, et l'autre, le masque de mort d'Olanius, qui donne à une unité un contrôle d'objectif de 1 au lieu de 0 lorsqu'elle est Battle Shock, ce qui semble très utile. Ensuite, nous jetons un coup d'œil à la fiche technique du soldat de choc cadien, qui semble assez proche de ce que les joueurs de l'Astra Militarum peuvent attendre de leur garde de base. Ce qui me frappe le plus dans cette fiche, c'est que vous pouvez désormais prendre des escouades de 20 et que vous pouvez attacher une escouade de commandement à l'unité. Une unité de 20 sera non seulement un garde du corps assez costaud pour une escouade de commandement, mais une escouade de cette taille, selon le nouvel ordre Duty and Honor, aura une valeur de contrôle d'objectif impressionnante de 60, sans compter l'escouade de commandement qui lui est attachée. Allez, je vais me risquer à dire que cette valeur de contrôle sera très difficile à battre dans cette V10. L'avenir me dira si j'ai eu tort. Nous voyons également un Baneblade qui est si grand qu'il peut couvrir les unités se trouvant derrière. Avec une endurance de 13 et 24 points de vie, le Baneblade pourrait trouver une nouvelle vie dans cette nouvelle édition, non seulement en tant que gros canon derrière ligne, mais aussi en tant que protecteur de vos plus petites unités lorsqu'elles se mettent en position de tir. Ensuite, nous avons quelques aperçus d'armes. Le Battle Cannon gagne 2 de force pour une réduction d'1 point sur sa pénétration d'armure, ce qui n'est pas surprenant si l'on considère la baisse générale des valeurs de pénétration d'armure dans tous les domaines sur cette version. Le canon Volcano du Shadow Sword n'a plus que D3 plus 1 tir, mais il est désormais doté d'une force de 24. Enfin, nous avons un aperçu d'un nouveau stratagème, Reinforcement, qui vous permet de sélectionner une unité régiment qui vient d'être détruite, et d'ajouter une unité identique avec son effectif de départ en réserve stratégique. Il est intéressant de noter que c'est un stratagème à 2 points de commandement. Il s'agit d'une capacité très forte et c'est assez logique qu'elle coûte aussi cher. Bien que nous ne sachions pas encore quelles unités ont le mot-clé régiment, l'article nous donne quelques indications. Il liste non seulement les troupes de base, mais aussi les escouades d'armes lourdes, les files d'ordonnance batteries, les tempestutions, les sentinelles, ainsi que les cavaliers Rough Rider. Toutes ces options semblent solides. Je redoute déjà de revoir les listes avec 400 figurines d'infanterie. L'Astra Militarum est une armée très connue pour être de type gunline, et avec ces nouvelles règles, il semble que vous serez récompensé pour avoir mis en place des positions fortes afin de maximiser des tirs tout en ayant une grande flexibilité tactique lorsque vous en avez besoin avec les ordres. Le marteau de l'empereur semble plus près que jamais pour s'abattre sur cette nouvelle édition. Pour ce qui est des démons du chaos, il se présente avec 2 règles d'armée. La première est une règle d'armée qui, techniquement, ne s'applique pas à eux. Tout d'abord, toutes leurs unités disposent de Deep Strike et d'une sauvegarde invulnérable. Leur règle actuelle est assez intéressante et s'appelle l'ombre du chaos. Il s'agit en fait d'une zone que j'appellerais, entre guillemets, de bonne merde, qui s'étend sur le champ de bataille. Votre zone de déploiement est toujours considérée comme à l'intérieur de l'ombre du chaos, et pendant ce temps, le No Man's Land et la zone de déploiement de votre adversaire tombent dans votre ombre du chaos si vous détenez au moins la moitié des objectifs dans ces zones. D'ailleurs, cette règle est vérifiée au début de chaque phase. Pour ce qui est de ses effets, il vous donne un bonus de régénération pour les tests de Battle Shock et un malus pour vos adversaires infligeant des blessures mortelles. Pour adoucir l'affaire, vous obtenez un +1 au test de Battle Shock et vos adversaires obtiennent -1. D'un point de vue thématique, c'est une bonne façon de montrer que les démons sont renforcés par le Warp et qu'ils sont naturellement plus puissants.
Mon seul souci, c'est qu'il s'agit d'une mécanique de type boule de neige, c'est-à-dire que vous devrez avoir l'avantage dès le début de la partie pour qu'il puisse augmenter à chaque tour, et maintenir ainsi la pression en permanence sur votre adversaire. Passant outre la deuxième règle d'armée pour l'instant, nous avons également un aperçu du détachement qui s'appelle Daemonic Incursion, dont la règle de détachement est Warp Rift. Cela signifie que si vous faites Deep Strike vos démons entièrement dans une zone d'ombre du chaos, vous pouvez être à 6 pouces de distance de toute figurine adverse au lieu des 9 pouces. Les démons sont connus pour aimer le corps à corps, et une charge à 6 pouces est beaucoup plus facile à réussir qu'une de 9. Sans oublier le fait d'avoir plus de flexibilité quant à l'endroit où faire tomber vos unités est également génial. L'autre aspect du détachement que nous découvrons est son stratagème. C'est l'un des moyens de créer un objectif collant. Il est intéressant de noter que cela crée également une ombre du chaos localisée autour du marqueur objectif, ce qui crée un endroit où vous voulez être et où votre adversaire n'en a vraiment pas envie. L'autre avantage des objectifs collants pour les démons en particulier est qu'il est plus facile de faire basculer le No Man's Land dans l'ombre du chaos que la zone de déploiement adverse. La deuxième règle d'armée s'appelle le pacte démoniaque, et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Mais pas que pour le joueur démon du chaos en particulier. Commençons par les mauvaises nouvelles. Il n'y aura pas de faction autonome surprise des Emperor Children ou de Fulgrim au lancement de la 10e édition. En tout cas, c'est ce que suggère le Demonic Pact. Ils utiliseront toujours la faction des Space Marines du chaos en prenant Lucius en tant que seigneur de guerre. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura une nouvelle figurine de Lucius. En tout cas, espérons-le. La figurine se fait vieille. Ceci étant dit, voyons ce qui se passe ici. La version courte est simple et que 25% de votre armée peut être composée de démons du chaos, mais si vous appartenez à l'une des 4 factions monothéistes, vous ne pouvez emmener avec vous que des démons appartenant à ce dieu spécifique. Par conséquent, si vous voulez jouer Worldbearer, vous pouvez emmener tous les démons que vous voulez. À partir de là, nous découvrons quelques grands démons, à commencer par le gardien des secrets. Bien que la figurine ait perdu 2 points de vie par rapport à l'édition précédente, l'inclusion d'un Feel No Pain 5+, signifie qu'il possède statistiquement 24 points de vie. Alors profitez de votre énorme amélioration de durabilité au lancement de cette nouvelle édition. Le -1 à la touche est également conservé, ce qui n'est pas négligeable. Les profils d'armes ont également été améliorés, ce qui signifie que vous pouvez toujours faire 13 attaques au corps à corps grâce aux armes extra-attaque, avec un point de pénétration d'armure supplémentaire et que vous n'êtes pas mal non plus en tir à distance. Le prochain personnage est le grand Be'lakor. Il a également perdu quelques points de vie, mais il les échange contre la possibilité de frapper beaucoup plus fort, avec plus d'attaque et une plus grande force. Il peut également faire de jolis dégâts avec son pouvoir psychique. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de l'histoire. La forme d'ombre a l'air assez monstrueuse, en particulier Pall of Despair, qui oblige à faire un test de Battle Shock si l'unité n'est pas à son effectif de départ. C'est-à-dire que la moindre perte lui fera faire un test. Il compte aussi comme une ombre du chaos localisée, ce qui signifie que les unités légèrement touchées ont leur test avec un -1. Il semble fait pour attaquer en profondeur le territoire d'un adversaire. Pour l'Adepta Sororita, nous jetons également un coup d'œil sur les nonnes préférées du 41e millénaire, avec quelques modifications importantes sur des mécanismes familiers et quelques grandes lueurs pour récompenser les fidèles. Tout d'abord, nous avons pu voir la règle d'armée des Sororitas avec la mécanique traditionnelle des actes de foi. Ils sont centrés sur l'obtention de dés de miracle que vous pouvez accumuler pour les dépenser afin de changer la valeur des jets de dés une fois par phase. Dans la 10e édition, il y a 2 façons de gagner des dés de miracle. Vous en obtenez un au début de chaque tour et à chaque fois qu'une unité Adepta Sororitas est détruite. L'article de Warhammer Communauté nous donne également un bon aperçu des types de jets sur lesquels nous pouvons nous attendre à être autorisés à utiliser les dés de miracle, ainsi que la procédure pour dépenser ces dés. Un point important pour les joueurs actuels de Sororitas est que la formulation précise que vous ne pouvez substituer qu'un seul dé à chaque fois que vous sélectionnez une unité pour un acte de foi. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser les dés de miracle pour garantir une charge ou assurer des touches multiples. C'est un pas en arrière pour les actes de foi par rapport à leur itération actuelle, mais c'est toujours une règle très puissante et comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo, il y a de nombreuses façons d'interagir avec la règle pour la rendre encore plus puissante. Ensuite, nous voyons le détachement pour les Sororitas Hallowed Martyrs. Cette règle de détachement a pour but de rendre vos unités plus fortes lorsqu'elles subissent des dégâts, en leur donnant +1 pour toucher si l'unité est en dessous de sa force de départ, et +1 pour blesser si l'unité est en dessous de la moitié de sa force. La règle précise également qu'une unité d'une seule figurine est considérée comme étant en dessous de sa force de départ si elle a perdu des points de vie. Comme nous avons pu le voir sur l'Helix, une unité d'une figurine considère ses points de vie comme un effectif. Je suis très intéressé de voir comment cela va se passer sur la table pour les Sororitas. La plupart des unités de cette faction ne sont pas vraiment connues pour leur durabilité, donc même s'il y a d'énormes avantages à avoir une poignée de figurines dans une unité qui se promène, en obtenant +1 pour toucher et blesser, en général les unités des Sororitas se font simplement balayer de la carte quand elles commencent
commence à subir des tirs sérieux. De plus, être en dessous de la moitié de son effectif de départ vous rend vulnérable au test de Battle Shock. Peut-être qu'avec la promesse d'une pénétration d'armure moins létale dans cette édition, les unités de Sororitas profiteront plus souvent des avantages de cette règle. Et nous pourrions voir quelques astuces pour contourner le test de Battle Shock. En ce qui concerne les fiches techniques, examinons d'abord celle qui est la plus facile à décortiquer, les squads de sœurs de bataille. Ce que je préfère dans cette fiche, c'est la valeur qu'elle apporte à quelque chose qui n'est pas simplement le fait de tuer des figurines ou d'être difficile à tuer. Les escouades de sœurs de bataille ont l'air d'être d'excellents moyens de générer des tonnes de dés de miracle, avec 3 règles distinctes qui leur permettent de générer encore plus de dés de miracle. L'inconvénient d'avoir moins de dés de miracle qu'une unité peut dépenser à chaque jet est grandement atténué par le fait d'avoir une unité de base qui peut s'assurer que vous ayez plus de dés de miracle que vous ne savez quoi en faire. Pour le triomphe de Sainte Catherine, elle a également été annoncée, et sa fiche technique dans la nouvelle édition est un retour triomphal pour cette pièce maîtresse. C'est l'une des fiches techniques qui devient de plus en plus forte à chaque tour qui passe. Choisir 2 capacités à chaque tour de combat est fantastique, et à mon avis, le simulacre du Calice d'Ébène et le Cœur Ardent sont les plus remarquables de la liste. Obtenir des 6 automatiques pour des dés de miracle est toujours pratique, et pouvoir dépenser n'importe quel nombre de dés de miracle par phase peut signifier que vous pouvez faire des choses vraiment intéressantes avec n'importe quelle unité qui se trouve dans cette aura. De plus, le triomphe de Sainte Catherine est un leader, donc il sera attaché à une unité pour la garder en sécurité. Et quand le triomphe se retrouve coincé, il envoie 18 attaques de force 5, PA-2 dégâts 1. L'unité semble être un bon moyen pour les joueurs de Sororitas d'avoir une grande unité qui tient le milieu du champ de bataille et qui est extrêmement difficile à déplacer tout en étant assez dangereuse. Ensuite, nous avons le lance-missile de l'exorciste qui bénéficie d'une belle mise à jour. L'orgue le plus meurtrier de l'univers conserve ses capacités de tir indirect et son profil anti-char bénéficie désormais de D6 plus 2 tirs, touchant à 3 plus de force 10, PA-2 et dégâts D6, tandis que son profil d'infanterie gagne blast et ignore le couvert avec un profil de 3D6 tirs à 3 plus, force 5, PA-0, dégâts 1. Il est intéressant de noter que les deux profils sont armes lourdes, ce qui permet d'équilibrer le -1 pour toucher au tir indirect, car si l'unité ne bouge pas, alors elle pourra bénéficier d'un bonus de +1 pour toucher. Quant au profil anti-infanterie, vous ignorez le couvert, donc vous ignorez effectivement les inconvénients du tir indirect avec ce profil si vous restez mobile. C'est une mauvaise nouvelle pour la pauvre petite unité légère tenant un objectif à portée de l'exorciste. Du côté de l'épée de Morvenval, elle frappe aussi fort qu'on pouvait s'y attendre, et tant mieux pour elle. Enfin, pour le stratagème, nous voyons qu'il permet à une unité de tirer avant de mourir. L'activation avant d'être retirée pour perte est l'une des capacités les plus puissantes du jeu, donc je m'attends à ce que les joueurs Sororitas l'utilisent régulièrement. Combiné à la capacité de détachement le sang des martyrs, une unité réduite à la moitié de ses effectifs de départ qui sera détruite pourra faire de gros dégâts avant d'être retirée. Les unités de 10 rétributeurs en multifuseur ne peuvent pas être plus heureuses. Dans l'ensemble, les sœurs ressemblent beaucoup à ce qu'elles sont dans la 9e édition. C'est une armée avec un style de jeu agressif et Halloween Martyr a l'air de récompenser exactement cela. Pour ce qui est des ligues de Votann, elles sont de retour, avec leur règle d'armée œil des ancêtres. Elles récupèrent les jetons de jugement bien que simplifiés, passant de blessures automatiques en V9 à des bonus de +1 pour toucher et blesser en fonction du nombre de jetons accumulés. Les unités ennemies gagnent des jetons lorsqu'elles détruisent une de vos unités. Et la règle de détachement Ruthless Efficiency vous donne un autre moyen plus facile d'obtenir des jetons de jugement sur une cible et d'obtenir également quelques points de commandement dans l'affaire. En échange, les 2 fiches techniques que nous avons vues jusqu'à présent montrent que les unités touchent sur 4+. Bien qu'avec des armes assez puissantes, il semble donc que contre un grand nombre de cibles, vous toucherez sur 3+, et blesserez sur 2+, dépendamment des jetons de jugement. D'un autre côté, les Horde Kings bénéficient d'un point d'endurance supplémentaire, ce qui rend les tirs d'armes légères beaucoup moins efficaces contre eux. Ils peuvent rendre les objectifs collants, ce qui leur permet de continuer à se déplacer, et ils peuvent obtenir une insensible 6+, via le Medipack, ce qui est toujours utile pour avoir une bonne durabilité sur le champ de bataille. Les Katon Forteress gagnent beaucoup plus d'endurance. La capacité de tir Fire Support de l'Hécaton ne fonctionne que pendant la phase de tir, alors que celle que nous avons vue sur le Falcon s'utilise pendant tout le tour. Vous pouvez maintenant vous plaindre un peu plus des Eldar. Nous avons également un stratagème. Pouvoir tirer hors phase est très fort, et compte tenu de la robustesse de vos unités, vous allez probablement riposter assez fort. Cela conduit également à un scénario étrange où votre ennemi va vouloir utiliser des unités avec des jetons de jugement pour achever les vôtres, ce qui est un moyen assez facile d'obtenir un 2e jeton sur elle. Enfin, nous avons un aperçu du beamer de conversion SP. Si vous tirez
tirez sur une cible à plus de 12 pouces, vous faites des touches critiques sur 4+, vous permettant d'activer plus facilement le Sustained Hit D3 afin d'ajouter des touches supplémentaires. Nous passons ensuite au World Eater. Leur nouvelle règle d'armée est un véritable casse-tête. La bénédiction de corne vous permet de lancer 8 dés, puis vous utilisez ces dés pour donner des améliorations à toute votre armée. Mais quelles sont ces améliorations? Vous pouvez obtenir jusqu'à 2 des éléments suivants pour toute votre armée. Combattre avant d'être retiré comme perte, Lethal Hit, Sustained Hit, une insensible 6+, vous pouvez avancer et charger dans le même tour, ou alors vous avez 2 pouces de mouvement supplémentaire. Si vous obtenez un bon résultat, vous pouvez avancer et charger avec un mouvement supplémentaire de 2 pouces. Ou simplement, donner à toutes vos armes de mêlée des Sustained Hit 1 et des Lethal Hit, voire empiler n'importe quelle amélioration avec le combattre avant de mourir. Ensuite, nous avons un petit aperçu de leur détachement, qui s'appelle Berserker Warband. Mais tout ce que nous voyons est un stratagème. Celui-ci permet de coller un objectif, mais il est essentiellement conçu pour tromper un adversaire qui tente de vous tirer dessus depuis un objectif. Par contre, s'il vous charge et vous détruit durant la phase de combat, le stratagème ne sera pas utile, à moins qu'il ne se passe quelque chose avec le test de Battle Shock. Mais s'il ne fait que vous tirer dessus, alors l'objectif restera sous votre contrôle. En parlant de mauvaises choses qui arrivent quand on leur tire dessus, il y a l'unité emblématique de la faction, les Berserkers de Khorne. Blood Surge est terrifiant. Tirer sur une unité qui se retrouvera le tour suivant à portée d'engagement de quelque chose sans aucun recours est assez frustrant. Leur profil de mêlée est à peu près le même qu'en V9, bien que l'éviscérateur soit légèrement affaibli, mais compte tenu des améliorations d'armée qu'ils reçoivent maintenant, c'est relativement mineur. Par contre, l'icône de Khorne est également une capacité très intéressante, qui vous permet d'empiler des bénédictions de Khorne d'autant plus en votre faveur. Enfin, nous avons Angron. Avec les bonnes bénédictions de Khorne, Angron a une portée potentielle de 34 pouces en cumulant l'avance et charge avec le +2 de mouvement. N'est-ce pas agréable pour tous vos adversaires? Si vous êtes déjà à moins de 15 pouces d'une malheureuse escouade, d'un tank ou de quoi que ce soit d'autre, ce qui est probablement facile à faire étant donné que vous avez Deep Strike, vous pouvez faire 8 attaques touchant sur 2+, relançables, avec son aura Righteous Slaughter, car il est lui-même World Eater, de force 16 avec D6 plus 2 dégâts. Faites le total et vous êtes capable de détruire un peu tout et n'importe quoi, y compris un Benblade. Ensuite, si Angron meurt, éventuellement en infligeant des cibles blessures mortelles, avec Deadly Demise, ou alors en combattant avant d'être retiré via la bénédiction de Khorne. Il suffira ensuite d'obtenir 3 résultats 6 sur les 8 dés que vous lancez au début de votre tour, avec quelques relances dues aux icônes de Khorne, et il aura une chance de revenir hanter le champ de bataille. Finalement, on nous montre le canon Demon Forge du Lord of Skull. Il bénéficie d'une amélioration de force et de dégâts passant de force 10 à 14 et de dégâts D3 plus 3 à dégâts D6 plus 2, ce qui n'est pas une grande différence avec toutes les modifications d'endurance et de dégâts, voire de pénétration d'armure généralisées sur cette V10. Allez, une petite surprise avec un retour de la faction Tyrannide. Les articles de Warhammer Community ont montré quelques nouvelles unités, tout d'abord les Barbgaunt. Ils semblent avoir été conçus pour être des anti-infanterie à longue portée, et d'ailleurs leurs règles ne fonctionnent que sur l'infanterie, les confortant ainsi dans leur rôle. Sur une touche réussite, ils réduisent la caractéristique de mouvement ainsi que les jets d'avance et de charge de l'unité de 2 pouces. Si la méta de la 10e édition s'oriente énormément sur l'infanterie, je ne serais pas très surpris que l'unité devienne très populaire dans les futures listes tyrannides. Puis nous avons les Neurogaunt, qui ont un profil orienté vers la mêlée. Le bon côté des choses, c'est qu'il s'agit de rallonges synaptiques. Pour le reste, je ne trouve pas l'unité si intéressante. Tout dépendra des besoins en lien synapse dans les futures listes, car si on peut faire sans ce genre d'unité, celle-ci se retrouvera rapidement à prendre la poussière dans nos armoires. En attendant, une meilleure version pour eux. Voilà, il reste pas mal de factions à découvrir. Et au moment où j'écris cette vidéo, on sait que la Death Guard est annoncée. Donc, je suppose qu'il y aura aussi des Thousand Sons. Au même titre, pour les loyalistes, aura-t-on droit à des détachements spécifiques au Dark Angel, Blood Angel ou Space Wolf? J'espère sincèrement que ce sera le cas, car sinon je trouverais ça un peu dommage que la partie loyaliste soit autant délaissée. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à liker, partager, n'oubliez pas de vous abonner, cela aide énormément la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.